Bonjour les amis, alors aujourd'hui on va regarder l'action AB InBev qui est une action européenne. C'est une action que j'avais marquée sur mon blog en décembre 2021 et en fait depuis l'action n'a pas fait grand-chose. Donc on va voir la thèse originale, ça c'est une introduction. C'est le géant belge de la bière. C'est une position que j'ai ouverte en moyenne de 52 euros en juillet-août 2021, mais en fait depuis j'ai vendu la position. D'ailleurs, j'ai vendu et racheté plusieurs fois. J'ai fait un peu de trading et maintenant, j'ai plus la position. Et le cours est actuellement de 50 euros. Il y a eu quelques dividendes. Donc, en gros, il n'y a pas d'argent perdu, mais il n'y a pas eu d'argent gagné. Et donc, ça n'a pas été une très bonne opération. En tout cas, une très bonne thèse pour le moment. Mais bon, pour moi, j'ai pas gardé parce qu'en fait, j'ai trouvé une autre opportunité qui avait plus de croissance et qui avait le même prix, la même valorisation. Donc j'en avais fait une grosse position à ce moment-là. C'était un pilier stabilisateur du portefeuille à côté d'entreprises qui étaient un peu plus risquées, plus value ou plus croissance. Donc qu'est-ce que c'est AB InBev? C'est un géant de la bière. Vous allez voir, j'avance un peu vite là, voilà. Donc qui est une entreprise belge, mais en fait la plupart du revenu et du profit vient des Amériques. Et des Amériques, mais pas forcément l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, c'est 22%, mais l'Amérique du centre, l'Amérique centrale, ce qu'ils appellent middle, 38% de l'EBITDA. L'EBITDA, c'est l'excédent brut d'exploitation. Donc une sorte de profit avant certains coûts qui sont l'intérêt, la taxe et les amortisations. Donc c'est une sorte de profit brut qui permet d'évaluer la capacité du business à générer du cash. Mais y a pas, on n'a pas encore enlevé les taxes, les intérêts, etc. Donc l'Amérique centrale est très importante. Ensuite, l'Amérique du Sud. Donc l'Amérique centrale et du Sud ensemble, ça fait quasiment 50%. Enfin plus même, hein, 38 plus 10, 48 plus 8, etc. On a IMIA, IMIA c'est Europe, Middle East et Africa. L'Europe, Moyen-Orient, Afrique. Bon, il n'y a rien au Moyen-Orient. Il y a une présence historique importante en Afrique, qui est très intéressante pour la suite, et il y a une présence en Europe, bien sûr. Et Asia-Pacifique, Asie-Pacifique, 9%. Ok, donc quelle était la thèse? C'est que c'est une entreprise qui avait beaucoup de dettes et qui cotisait à 20 fois les profits. Donc 20 fois les profits, c'est quand même assez cher. Mais c'était d'une mauvaise année, c'était l'année qui sortait du Covid. Mais elle cotise à peu près à 115 et à 9 milliards le cash qu'il génère. Donc ça fait à peu près 115 divisé par 9. Ça fait pas 10, mais c'est pas loin. Et 12 fois les profits d'une année normale. C'est-à-dire que l'entreprise, elle génère, vous l'achetiez à 52, vous avez en 12 ans, elle génère tous les profits du prix que vous achetez. Mais elle a beaucoup de dettes. Donc à cause de cette dette, pour prioriser le désendettement, ils ont beaucoup réduit le dividende, qui pourrait être de 5 à 8% en théorie, mais maintenant qui était à 1%. Pour que AB InBev paye de gros dividendes, il faudrait d'abord qu'elle se désendette des 83 milliards de l'époque à environ 40 milliards pour commencer à payer des gros dividendes. Et l'entreprise fait des investissements de croissance, nouvelle brasserie en Chine, au Mozambique, augmentation de la capacité au Royaume-Uni. Lorsque la dette est repayée, au fur et à mesure que la dette est repayée, les coûts des intérêts de la dette diminuent. Chaque fois qu'il paye 10 milliards, c'est 400 millions d'intérêts annuels économisés. Bon, c'est comme quand vous payez vos prêts. Votre prêt immobilier, c'est pas tout à fait pareil parce que c'est un remboursement fixe. Mais eux, ils ont différents prêts, différentes obligations qui s'ajoutent. Et quand ils en remboursent une complètement, tac, il n'y a plus d'intérêt.
et la dette était fixe et bien étalée. Fixe, ça veut dire que quand les taux d'intérêt montent, ça ne change pas pour eux, mais il y a des risques. Bon, j'ai fait un petit modèle de désendettement pour calculer combien d'argent elle gagne avec différents scénarios. Donc, quand la dette qu'on voit là, elle baisse, le coût de la dette à 4%, il baisse en proportion. Ce qui fait que le profit ou le free cash flow disponible augmente. J'ai modélé un dividende euh, plat, sans croissance, mais par exemple, je vois que en théorie, en 2026, ils pourraient augmenter leur dividende à fond. Euh, on va regarder ce qu'ils ont fait. C'était en 2021 la thèse. Et donc vous voyez que le dividende était assez élevé, 1,60 € intérim, 2 € final. Donc ça veut dire 1,60 € à la mi-année, plus 2 € à la fin de l'année. 1,60 € plus 2 €, 1,60 € plus 2 €. En 2018, ils ont commencé à paniquer un peu parce que la dette qui était liée à un rachat de la formation du groupe, en fait, le rachat d'une entreprise géante pour faire ce nouveau géant, a commencé à poser problème parce que les profits ont commencé à être moins bons que prévu. Donc ils ont baissé le dividende. Ils ont fait 0,80 à mi-année et 1 € à la fin d'année. 2019, baissé encore plus. Et en 2020, ils ont arrêté de payer des dividendes à la mi-année. Ils ont juste payé 50 centimes à la fin de l'année. Donc c'est une grosse baisse, parce qu'avant, on avait 3,60 €. 2021, pareil. Et 2022, ça commence à augmenter, 0,75 €. 2023, 0,82. 2024, c'est pas encore écrit là, mais. Et le rendement sur dividende est toujours assez bas. AB InBev, dividende. Ah, là, ils ont changé en quarterly, donc par trimestre. Ok, 0,14 fois 4, 0,56. Je ne sais pas si la donnée de Google est correcte, mais ça n'a pas augmenté. Et le cours de bourse, ça a augmenté, pardon, ça a augmenté en 2022-2023. Je ne me fierai pas à ce Google sur cette information-là. Et le cours de bourse a monté par moment, donc je sais pas, j'ai peut-être dû vendre n'importe quel moment, je sais plus. Et c'était en train de récupérer jusqu'à les 60. Mais il y a eu quelque chose qui a fait baisser tout le cours de bourse des entreprises de boissons. Par exemple, on va regarder Heineken. Sur 5 ans. Mais ça repart. Parce que, en fait, voilà, on va Pernod Ricard. Qu'est-ce qui s'est passé sur les entreprises de boissons? Il y a eu deux choses. Premièrement, les entreprises qui payent des dividendes ont été moins attractives parce que les obligations et les taux d'intérêt ont augmenté. Donc il y a des investisseurs qui ont préféré vendre des actions et acheter des obligations pour le taux d'intérêt. Moi, je pense que c'est une erreur parce que les actions, c'est plus fiable que les obligations qui sont des remboursements d'État. Donc si vous achetez des obligations, ça veut dire que vous faites confiance à, à l'État. Moi, je fais confiance à l'État pour rembourser ses obligations. Par contre, ça veut dire que aussi vous faites confiance à la valeur de la monnaie de cet État. Alors que les États, ils gèrent n'importe comment leur monnaie, qu'ils impriment et qu'ils ont des déficits. Donc en fait, le rendement de l'obligation, ça, plus ou moins, ça couvre seulement l'inflation. Même si par moment ça peut être positif, en général à long terme, l'inflation va vous manger ses rendements, surtout avec la gestion actuelle. Donc j'avais fait des modèles, j'avais vu que l'entreprise avait des capacités d'augmenter les dividendes à long terme. Et elle peut croître parce que comme elle est présente en Amérique et en Afrique
c'est des endroits où la consommation de bière peut encore augmenter, où les gens ils sont pas trop en mode vegan, euh, mode super santé, faire attention. Les consommations sont plus stables dans le temps. Et en Afrique, la consommation de bière est encore au stade de développement initial, peut augmenter très fort. Donc on va regarder la suite de leur présentation. Ça, c'est les résultats, les derniers résultats, troisième trimestre 2024. Donc, bon, ça c'est la stratégie. Leur stratégie est assez simple, hein. Augmenter les ventes, vendre des bières plus chères, pas forcément plus de volume, mais des bières plus premium, comme Stella Artois, la Corona, etc. Donc le EBITDA, donc l'excédent brut d'exploitation augmente de 7%, expansion des marges. Le profit par action augmente de 14%. Le pronostic pour l'excédent brut d'exploitation en 2024, c'est 6 à 8%. Et ils lancent un programme de rachat d'actions de 2 milliards. Alors, c'est pas très important parce que la capitalisation, on avait vu, elle est de 91 milliards. Donc, c'est d'euros. Est-ce que c'est en euros là? Non, c'est en dollars. Donc, la capitalisation elle doit être à plus de 100 milliards de dollars. 2 milliards, 2%, c'est pas grand-chose. Mais ça commence. L'entreprise a bien progressé sur son désendettement comme j'avais prévu et commence à rapporter plus d'argent aux investisseurs. Bon, les volumes ils baissent un peu, mais le revenu augmente parce que c'est une entreprise qui a un pricing power, une capacité d'augmenter les prix. L'Amérique du Nord, il y a eu, vous savez, il y a eu le scandale de la Bud Light avec un acteur transsexuel, etc. Et tous les rednecks ou les conservateurs américains ont boycotté Bud Light durant un certain moment. Bon, là, c'est à peu près terminé. Ça, euh, ok, ça c'est par région, c'est pas très très important. Qu'est-ce qui est intéressant au Brésil? Au Brésil, l'entreprise AB InBev a une entreprise de technologie qui s'appelle Z, je crois que c'est Z Delivery, et Biz, une autre. Et c'est des entreprises qui permettent, c'est des applications. On va voir ça, Biz, AB InBev. Alors Biz, c'est une application pour que les, euh, les gens qui travaillent dans les magasins ou les gérants de magasins peuvent commander directement la bière à AB InBev avec une application. Ok, donc là, c'est pas un truc génial, ça permet juste à AB InBev d'économiser en appels téléphoniques, paperasserie à gérer. Mais maintenant, ils rajoutent des produits qui ne sont pas détenus par AB InBev. Donc tu peux commander des bonbons, des gâteaux, n'importe quoi qui n'est pas vendu par AB InBev. Donc là, ça se transforme en marketplace, place de marché, et AB InBev touche des commissions. Donc c'est un business en ligne. Et Z-Delivery au Brésil, c'est un truc un peu plus simple. C'est juste pour se faire livrer de l'alcool et puis des chips, etc. à la maison. Et là aussi, l'alcool est fourni par AB InBev, mais les chips et les snacks sont fournis par une autre entreprise, ce qui permet à l'entreprise AB InBev d'obtenir des profits de la partie tech. Alors, les piliers stratégiques, digitalisation, comme on a parlé, optimisation du business, c'est une entreprise très bien gérée, c'est pour ça qu'ils augmentent les profits sans forcément augmenter beaucoup les revenus et être les leaders de la catégorie. Donc, vous pouvez voir les marques. Il y a la Budweiser, la Corona, la Stella. Alors, la Corona dans le monde entier, mais pas aux États-Unis. Suite à un deal qu'ils ont fait quand ils ont racheté une entreprise, ils ont dû revendre la Corona. Ce qui est une épine dans le pied parce que la Corona marche super bien aux États-Unis. Mais bon, la Corona marche très bien en Europe, en Amérique latine, en Asie, etc. Brahma qui est une bière brésilienne, Modelo mexicaine. Michelob Ultra qui marche bien aux États-Unis. C'est une sorte de bière un peu premium.
En Europe, on connaît la LEF aussi. Bon, c'est pas une entreprise de croissance à tout casser, mais Corona fonctionne quand même bien. Alors, la bière non alcoolique augmente très vite. Et personnellement, j'en consomme parce que c'est un beverage qui est super bon pour la santé, super sain. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'aspartame ou de sucre artificiel, et il n'y a pas d'alcool. Et il y a quand même plus de goût que de l'eau. Donc c'est un truc que je recommande. Et voilà, donc qu'est-ce que je pense au niveau de la valorisation à InBev? C'est pas l'entreprise la moins chère du monde. L'action n'a rien fait, mais je pense qu'il y a beaucoup d'avenir pour un petit rendement correct. Et d'ailleurs, je pense que ouais, il a 15 fois les profits estimés. L'entreprise prévoit de faire du revenu par action en croissance. Pas énorme, mais en croissance. Et c'est super stable. Et le dividende va sûrement augmenter pour atteindre 6-7% dans les 4 ou 5 prochaines années. Et je suis positif sur tout le secteur qui a baissé pour plusieurs raisons. En fait, AB InBev, c'est de la bière. Ça a baissé parce que le reste du secteur a baissé. Et le reste du secteur, c'est Pernod Ricard et surtout Diageo. Donc on va voir ça. Pernod Ricard, ils vendent du Ricard, des, euh, des cognacs. Ils en vendent beaucoup en Chine, en Asie. Et c'est la crise économique en Chine depuis un an ou deux. Et en plus, aux États-Unis, c'est un peu la crise et il y a le nouveau médicament qui fait baisser la consommation d'alcool. Donc, le marché pense que c'est fini, en fait, l'alcool de luxe. Moi, je pense pas. C'est juste passager. Et vous avez Diageo, c'est l'entreprise anglaise qui fait la même chose, qui fait des whisky, des trucs comme ça, et qui en vend beaucoup en Chine, en Amérique, qui a baissé. Je pense qu'un panier de toutes ces entreprises, c'est pas ce qu'il y a de moins cher, mais ça va faire de très bons résultats à long terme. Donc, je pense pas seulement que AB InBev est la meilleure. Je pense d'ailleurs que moi, je préfère Diageo et Pernod Ricard parce que c'est dans le whisky, le cognac, c'est un peu du luxe. Le luxe qui souffre un peu en ce moment. D'ailleurs, LVMH souffre un peu en ce moment. Et je ne sais pas quand va être le point bas, mais je pense que toutes ces entreprises sont intéressantes. Donc si vous voulez vous faire un portefeuille de boissons alcoolisées, c'est des valorisations qui sont pas chères, des dividendes qui sont assez élevés. Et voilà, c'est la revue de AB InBev. Je ne vais pas revoir Diageo, Pernod Ricard en détail. Je ne sais pas quand la consommation va reprendre, mais si on regarde à long terme, ça va toujours de l'avant. Voilà, pendant le Covid, les gens ils se sont achetés plein de bouteilles de whisky, etc. parce qu'ils étaient enfermés, qu'ils avaient de l'argent. Et là, avec la crise chinoise et puis toutes les bouteilles qu'ils ont, ça rebaisse. Mais ça ne peut que remonter. Il n'y a pas que la Chine, il y aura l'Inde, il y aura l'Afrique, euh, d'autres pays asiatiques. Et, c'est parti pour durer. Donc voilà, c'était la fin de la présentation d'AB InBev qui n'était pas un bon retour sur 5 ans, mais qui a quand même conservé la valeur. Ce qui est déjà pas mal, puisque dans un portefeuille, il y aura des choses qui vont marcher immédiatement, il y aura des choses qui vont pas marcher, et, et des choses qui vont bien marcher. Donc si les choses qui marchent pas terribles ne perdent pas de valeur ou restent assez stables, ça, ça équilibre, ça évite de plomber un portefeuille. Voilà ce que je pense d'AB InBev. Je pense aussi donc que Pernod Ricard, Diageo et tout le secteur est très intéressant en ce moment, mais c'est pas ce qu'il y a de moins cher. Il y a des entreprises peut-être plus intéressantes, mais c'est intéressant pour ceux qui sont intéressés aux dividendes. Merci beaucoup.